Donc pendant longtemps, les mers ont été uniquement occupées par des navires de différents types, de différents usages, mais qui pouvaient relativement bien s'organiser dans une seule et même catégorie, être soumis à un seul et même régime juridique, dont une des caractéristiques est d'avoir un pavillon. Qu'est-ce qu'avoir un pavillon? C'est la possibilité pour un navire de se mettre sous la protection d'un État. En contrepartie, il s'engage à appliquer et respecter les lois et règlements de cet État. Mais avec l'évolution technologique et l'expansion des sociétés humaines, de plus en plus d'activités se sont développées sur les mers, amenant sur les flots des engins de nature et usage trop variés pour répondre à un seul et même régime. Je citerai ainsi l'apparition des plateformes d'exploitation des ressources de la mer, des usines flottantes géantes, des hydroglisseurs ou hovercrafts, et plus récemment encore, les drones maritimes utilisés comme plateforme d'atterrissage pour les fusées de la société SpaceX. La mer devient une surface de plus en plus usitée pour les différents besoins de l'humanité. Face à cette évolution importante, viennent aujourd'hui compléter cet inventaire les îles flottantes qui sont donc au cœur de notre attention depuis plusieurs jours. Alors vous le savez, pour les juristes, il est toujours très important de classifier, de catégoriser, de créer des régimes juridiques aux contours clairs pour s'assurer que derrière, les droits et obligations qui en découleront seront respectés. Aussi, pour permettre à ce projet d'île flottante de s'épanouir au plan du droit, il est donc important, avant tout, de cerner le concept des îles flottantes. En l'état et en matière juridique, elles sont encore des objets flottants non identifiés. Alors les questions immédiates que l'on se pose sont à quoi les assimiler et quel régime leur conférer? Devront-elles ou non s'inscrire dans la tradition maritime et s'inspirer du navire en bénéficiant d'un régime similaire? Et en posant ces questions, en découle immédiatement une autre question centrale aujourd'hui, dont je traiterai: doit-on leur conférer un pavillon à l'image de ce qui existe pour les navires? Comme je le disais, le navire a pendant longtemps été le centre de toutes les activités maritimes. Le navire en droit se définit comme un bâtiment de mer flottant, affecté à la navigation maritime et apte à affronter les périls de la mer. Cette définition génère un certain nombre de conséquences au niveau juridique. Et la question est: l'île flottante répond-elle à cette définition? Alors les îles artificielles sont déjà définies par le droit de la mer, mais je pense que les îles flottantes telles qu'on nous les présente aujourd'hui ne répondent pas de ce régime traditionnel et se présentent comme un hybride entre le navire et l'île artificielle. Ce qui est certain, c'est qu'il s'agit définitivement, comme le navire, d'un bâtiment de mer et d'un objet flottant, fort heureusement. Mais c'est également a priori un objet mobile, apte à affronter les périls de la mer. En tout cas, on peut l'espérer si on souhaite y implanter de façon durable diverses activités. Une distinction s'opère avec le navire quant à la capacité du bâtiment de mer à se mouvoir par lui-même. Au regard des différentes études d'ingénierie publiées sur le sujet, il semble que les îles flottantes seront à même de se déplacer par elles-mêmes, mais l'affectation primaire de ces îles ne sera pas de naviguer. Ce sont donc des bâtiments flottants, aptes à se mouvoir, mais non affectés prioritairement à la navigation. Alors bien plus que de simples arguties juridiques, ces interrogations mènent à la question de l'intérêt d'attribuer à l'île flottante un pavillon, comme pour les navires. Si le développement croissant de ces structures est appelé à se confirmer, il conviendra au plan juridique d'y apporter une réponse claire, comme cela s'est fait par exemple il y a quelque temps pour les drones aériens. Il s'agira dès lors de créer une nouvelle catégorie du droit maritime, que l'on pourrait définir ainsi: des bâtiments de mer flottants, navigables, aptes à affronter les périls de la mer, affectés à l'implantation d'activités humaines permanentes, et donc a priori munis d'un pavillon, vu sa proximité avec le navire. Des premiers travaux de recherche ont été menés sur le sujet et laisseraient penser que les îles flottantes auraient tout intérêt à s'affranchir de l'autorité des États et donc à se dissocier du régime des pavillons, ou en tout cas assurer le service minimum en la matière. Vu de la technique juridique, l'absence de pavillon priverait l'île flottante de toute forme de protection et l'empêche, ou à tout le moins complique, ses relations avec l'extérieur. Car en effet, le pavillon conserve toujours un rôle dans les questions de conflit de loi lorsque deux entités de nationalités différentes interagissent. Donc faute de pavillon, l'île ne disposerait que difficilement d'une loi automatiquement applicable et des éventuels privilèges de juridiction qui s'accompagnent.
Je soutiens donc qu'il serait plus profitable pour ce projet de chercher à s'insérer dans un cadre suffisamment élevé en matière juridique pour en garantir la pérennité et donc ainsi disposer d'un pavillon. Un régime de pavillon cohérent serait en effet la garantie de droits et de contrôles minimums et donc de sécurité nécessaire pour assurer le déploiement de nouvelles technologies. Rappelons enfin qu'en l'état actuel du droit, tout engin flottant sans pavillon est considéré comme pirate, avec donc toutes les conséquences que cela suppose, même si les modèles pirates du XVIIe siècle peuvent être une grande source d'inspiration pour les îles flottantes, mais cela relève d'une autre discussion dont je ne parlerai pas aujourd'hui. Donc si l'on part du postulat pragmatique d'attribuer un pavillon aux îles flottantes, la question se pose alors, quel pavillon? On en distingue plusieurs types. Les pavillons des États, que l'on pourrait qualifier de standards, les pavillons de complaisance, qui ont souvent fait la une des médias, et les pavillons bis, qui sont un peu moins connus. L'option retenue devra, quoi qu'il en soit, donner suffisamment de souplesse pour faciliter le développement d'infrastructures à coût d'investissement élevé, tout en s'assurant qu'elles relèvent de standards juridiques aptes à en garantir la pérennité. Les pavillons de complaisance sont donc des régimes juridiques accordés à des navires par des États qui n'ont pas les ressources ou la volonté, ou les deux, d'exercer les contrôles suffisants pour s'assurer que les navires respectent un certain nombre de règles en matière sociale, environnementale et sécuritaire. Bien souvent, et contrairement à ce qui est généralement requis en matière de droit du pavillon, l'État complaisant ne dispose d'aucun lien substantiel avec le propriétaire ou les exploitants du navire, qui dispose ainsi d'une autonomie excessivement large. Alors ce régime représente bien sûr la facilité et la moindre contrainte, mais est-ce à favoriser? Compte tenu des challenges techniques et humains dont on a pu parler ces derniers jours, l'absence de contrôle des pavillons de complaisance pourrait à mon sens être problématique. Rechercher le moins de règles possibles et le moins de contrôles possible, c'est présupposer que chaque projet saura s'imposer des standards suffisants pour garantir les droits humains, la sécurité, la protection de l'environnement et une approche plus englobante de ces problématiques. Alors, l'histoire des pavillons de complaisance a clairement établi que les sociétés qui enregistraient leurs navires sous ces pavillons le faisaient dans une recherche souvent de profit à court terme et pour s'affranchir de tout impératif de respect de ces droits. L'histoire ne plaide donc pas pour le pavillon de complaisance quand on parle du futur des îles flottantes. Car le développement d'un projet innovant repose principalement sur la capacité de ce projet à aller au-delà des standards minimums en offrant les meilleures conditions à ses membres. En s'assurant de la satisfaction des ressources humaines par le maintien de conditions suffisantes, on tend à garantir l'innovation qui est très clairement issue d'esprits challengés, épanouis et débarrassés des contingences basiques. Il convient que ce projet d'île flottante ne soit donc pas pensé pour s'échapper au large du droit, mais pour être un outil d'extension positive du droit. Il ne s'agit pas ici de pointer tel ou tel du doigt, loin de là, mais de retenir les leçons d'expérience passées ayant malheureusement démontré comment peuvent être détournés certains projets pertinents. Car il faut en plus réfléchir non pas uniquement au premier projet qui verra le jour, mais à la suite. Qu'adviendra-t-il en effet lorsque le projet sera réalisé et qu'il pourra être dupliqué à volonté et utilisé par tout le monde? Quid de ceux qui ne chercheront pas à maintenir un certain niveau de qualité? Là encore, l'histoire nous démontre que souvent, plus une pratique s'étend, moins elle conserve ses objectifs initiaux. Les pavillons de complaisance ont en effet été initiés par les États-Unis en 1942, en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale, pour protéger les navires de transport de troupes et de ravitaillement des sous-marins allemands. Enregistrés alors sous pavillon sud-américain, les navires pouvaient passer pour des navires neutres et traverser ainsi l'Atlantique de façon plus sécurisée. Mais au fil des années du développement de cette pratique, les sociétés commerciales ont fait appel aux pavillons de complaisance pour disposer de légèreté réglementaire qui ont mené à des situations comme l'Exxon Valdez, le Torrey Canyon ou l'Erika, dont les conséquences sont connues. Du fait de ces expériences malheureuses, bien des pavillons de complaisance sont aujourd'hui blacklistés et se voient rejetés de certaines zones maritimes. Là encore, d'un point de vue pragmatique, envisager un pavillon de complaisance pour les îles flottantes pourrait donc limiter les accès ou la réputation de ces dernières dans certaines régions et compromettre ainsi l'extension du projet. Le droit s'entraîne souvent à prévoir pour empêcher le pire et donc à mettre en place un régime qui préviendra que le pire n'advienne.
Rappelons également que l'objectif des îles flottantes est de participer notamment à la réponse aux challenges actuels de l'humanité. Il convient donc qu'elles soient conformes à des standards correspondant aux objectifs humanistes et futuristes qu'elles souhaitent challenger. Si le pavillon de complaisance ne semble donc pas être la meilleure orientation à prendre, quelles options privilégier? J'exclus d'office le pavillon standard des États, car ils sont trop contraignants dans les obligations juridiques et limiteront le développement d'un projet tel que les îles flottantes qui nécessitent des investissements importants et ne pourraient donc s'épanouir dans un cadre fiscalement contraignant. Reste donc une dernière piste à explorer, le pavillon bis. Ces pavillons ont été envisagés comme une réponse au pavillon de complaisance en retenant une logique de souplesse du cadre réglementaire sans se départir des exigences essentielles induites par les problématiques notamment de sécurité. Ainsi, la Grande-Bretagne a créé le pavillon de l'île de Man, les Pays-Bas celui des Antilles néerlandaises, la Norvège le NIS, Norway International Register, et le Danemark avec le DID, la particularité de ces deux derniers étant qu'ils ne sont rattachés à aucun territoire géographique et qu'ils ne sont pas limités uniquement aux navires originaires de ces deux pays. En France, un premier régime bis a été créé comprenant des allègements en matière fiscale et de droit du travail, tout en assurant des standards minimums en 1986 et rattaché aux îles Kerguelen. Il a été réformé en 2005 et n'est désormais plus rattaché à aucun territoire. Ceci a permis à des compagnies maritimes tentées par l'aventure de la complaisance de rester dans des eaux plus saines, tout en bénéficiant de facilités juridiques suffisantes pour assurer une croissance économique et un développement efficace. Ce régime d'entre-deux eaux constitue une hypothèse intéressante pour les îles flottantes, en ce qu'il répond déjà aux contraintes évoquées. Compte tenu de leurs caractéristiques, sur l'inspiration du pavillon bis, pourquoi ne pas créer un pavillon similaire, mais spécifique aux îles flottantes, qui fixerait un minimum de standards correspondant aux contraintes auxquelles elles feront face? L'île sera donc soumise à la loi d'un pavillon disposant d'un régime juridique propre, permettant de garantir un minimum réglementaire utile, un système de contrôle efficace et non complaisant, pour viser à faire évoluer les îles flottantes vers des standards humains suffisants et non pousser à un dumping social, sécuritaire et environnemental. Cette nouvelle orientation avec le pavillon s'envisage comme la reconnaissance que les États, au travers des réglementations mises en place en matière maritime depuis des décennies, représentent pour le moment les garants du maintien de standards minimums qui pousseront les projets innovants tels que les îles flottantes à tendre vers le meilleur et vers la mise en place de mesures aptes à faire protéger et respecter le droit. Alors bien sûr, dans le futur, de nouvelles solutions pourront sans aucun doute s'envisager, mais elles devront toujours s'organiser, c'est ma conviction, vers la priorité aux droits fondamentaux. Alors dans la mesure où le projet d'île flottante prend naissance à Tahiti, la conclusion qui s'impose est bien évidemment de créer en Polynésie, sous couvert des règles de partage de compétences entre l'État et le pays, un nouveau pavillon qui s'appliquerait aux îles flottantes de façon matérielle ou éventuellement de façon extraterritoriale à l'ensemble des engins du Pacifique. Il pourrait donc être soit limité aux îles flottantes, soit étendu à d'autres bâtiments de mer spécifiques à l'environnement insulaire. On peut notamment penser, ainsi que me l'a suggéré Lele et Laoulou récemment, aux pirogues traditionnelles. Ce nouveau pavillon serait dès lors le régime propre à l'environnement des grands pays océaniques tels que la Polynésie. Et en devenant l'hébergeur d'un tel régime novateur en matière maritime, le pays pourrait dès lors devenir un pôle d'attraction pour de nombreux projets innovants, et bien qu'accordant des facilités fiscales pourrait s'y retrouver à long terme quant aux investissements et aux échanges économiques qui transiteraient sur son territoire. Il y a donc là un avantage réel pour le Fénois à plaider auprès de l'État pour la mise en place d'un tel régime de pavillon. Pour terminer, je voudrais revenir sur ce choix de plaider pour un régime de pavillon plus strict avec plus de contrôle. Outre l'intérêt pour le Fénois, quels intérêts pour les îles flottantes? Compte tenu de la nouveauté technologique et du potentiel de développement du projet, je suis convaincu que de disposer d'une base minimale de contrôle et d'obligations légales, garantissant un niveau suffisant de sécurité, de garanties sociales et environnementales, et un encadrement fiscal, sera un atout majeur pour assurer la pérennité du projet. De plus, considérant que ces îles flottantes sont donc envisagées pour faire face à des problèmes humains majeurs tels que la montée des eaux et le réchauffement climatique, il convient dès le démarrage d'engager ces îles flottantes dans une approche éthique et orientée vers le développement humain et non la recherche d'un intérêt purement financier.
Le droit est conçu pour fixer des standards, des règles minimum sur lesquelles il est toujours possible de s'étendre, d'innover de façon sécurisée et progressiste. Il n'est pas fait uniquement pour contraindre et pour empêcher d'avancer. Sachons donc l'utiliser dans une optique positive pour faire de ces projets qui pourront s'avérer révolutionnaires pour l'humanité, des projets qui valoriseront l'humain et l'intérêt de tous et non de quelques-uns. L'innovation pour la Polynésie française comme pour le monde sera ici de porter un projet positif, porteur dans un cadre juridique constructif, clair, transparent et dynamique au bénéfice de tous. Je vous remercie.